On aimerait revenir un peu sur la question avec Emmanuel Davidenkoff, directeur de la rédaction à l'Étudiant, qui est également chroniqueur spécialisé sur les questions de l'éducation à France Info. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous avez sorti un livre fin mars qui s'appelle Tsunami numérique, éducation, tout va changer. Êtes-vous prêt chez Stock? Par tsunami numérique, vous entendez quoi? J'entends deux choses. Par numérique, j'entends qu'aujourd'hui, et depuis 2-3 ans, notamment dans la Silicon Valley, mais pas seulement, mais beaucoup là-bas tout de même, des chercheurs, des entrepreneurs, des financeurs, des universitaires, des centres de recherche publics et privés se sont résolument mis sur le territoire de l'éducation avec cette ambition extrêmement modeste de la Silicon Valley qui est de réinventer l'éducation dans le monde. Ceci dit, quand on voit ce qu'ils ont fait de nos façons de commercer, de communiquer, de consommer, il faut quand même les prendre relativement au sérieux. Et là, ils commencent à s'intéresser à ce territoire de l'éducation par le biais du numérique. Donc ce mot numérique est absolument fondamental aujourd'hui. Ce que j'ai mesuré en allant là-bas, c'était il y a 1 an. Pas mesuré avant parce que je suis pas de formation scientifique, c'est que la loi de Moore, celle qui annonce le doublement de puissance de calcul des machines tous les 18 mois, elle est vraiment exponentielle, c'est-à-dire que ça va à toute vitesse. Et là, on arrive à des seuils où, en matière d'enseignement, en matière d'aide à l'apprentissage, on commence à savoir fabriquer des logiciels extrêmement performants, beaucoup plus performants que ce qu'on faisait avant et qui pourront vraiment aider les enseignants. Donc il y a cette dimension numérique. Le tsunami, pourquoi le tsunami? Alors d'abord, la phrase n'est pas tout à fait de moi. Digital Tsunami, c'est le patron de Stanford qui l'a utilisé dans un papier qui avait pas mal parlé il y a maintenant 2 ans et demi. Pourquoi tsunami? Aujourd'hui, on en est à la vaguelette. Simplement, vous savez comment ça marche pour un tsunami, il y a aussi une lame de fond qui va à toute berzingue. Bon. Et cette lame de fond, je pense qu'elle existe aujourd'hui dans l'enseignement. C'est-à-dire que dans l'enseignement supérieur, dans le monde et en France, existe déjà un certain nombre de dispositifs, un certain nombre d'innovations, certains appellent ça des signaux faibles, qui annoncent la révolution à venir. Cette lame de fond, ces signaux faibles, vous les trouvez aussi à condition de chercher un petit peu dans l'enseignement scolaire, c'est-à-dire au fond dès la maternelle et jusqu'au baccalauréat. Donc si vous voulez, tous les éléments sont là pour que cette vaguelette grossisse et le jour où elle va arriver, elle va faire des dégâts, comme un tsunami. Quels dégâts va-t-elle faire? D'abord, elle peut faire des dégâts en rééquilibrant et en changeant les business models de l'éducation. Elle peut faire des dégâts en changeant le rôle des enseignants. Elle peut faire des dégâts en remettant en cause également à la fois leur statut, peut-être également leur nombre aux enseignants. Elle peut faire des dégâts parce que ceux qui ne seront pas et qui n'auront pas anticipé sur ce tsunami numérique vont être balayés. Et voilà. Et à la fin, il y a quand même des questions fondamentales qui sont liées à la croissance, qui sont liées à la capacité d'un pays comme la France à se doter d'une puissance de recherche et de recherche appliquée capable d'alimenter l'économie, l'industrie et de prévoir et de créer les emplois de demain. Alors concrètement, ça va impacter quel secteur? L'impact qui sera pédagogique, économique, politique, presque philosophique. Au fond, le mot numérique n'est pas très important là-dedans. C'est une révolution qui arrive, qu'on est mal outillé à appréhender, à penser, parce que on a des systèmes éducatifs, notamment dans l'enseignement supérieur, qui ont été conçus dans la foulée, en gros, de la révolution industrielle, puis des 30 glorieuses, également à un moment où il fallait construire un État fort et complexe. Je veux dire, c'est pas évident de gérer un pays comme la France. Quand vous regardez à l'étranger, et quelles que puissent être les critiques qu'on émet en France, on s'y prend pas si mal que ça d'ailleurs, enfin bref. Mais on a inventé un système éducatif qui repose sur un certain nombre de qualités qui aujourd'hui sont menacées par la machine. Vous voyez arriver des algorithmes qui sont capables de rédiger quasiment des arrêts de droit, des choses pour lesquelles on fait des bac+5 dans les universités de droit. Vous voyez arriver des outils de diagnostic prédictifs en médecine pour lesquels aujourd'hui vous faites 10 ans de médecine. Vous voyez arriver les MOOC, les cours massifs en ligne, qui sont capables en partie de remplir la fonction qu'on remplit quand on a fait aujourd'hui 8 ans d'études supérieures minimum, c'est-à-dire un doctorat. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'est habitué à ce que les machines, les robots, l'automatisation touchent des métiers manuels. Aujourd'hui, ça attaque y compris des processus intellectuels, a priori protégés jusque-là par le fait que il fallait faire des études supérieures pour les remplir. C'est comme pour pilote d'avion. Voilà, alors, il faudra toujours les piloter les drones, mais on les pilotera à terre. Aujourd'hui, pour piloter un avion, il faut avoir fait au minimum 5 années d'études supérieures. Ça correspond à un diplôme d'ingénieur de l'École nationale d'aviation civile. Voilà. Donc c'est ça qui est en train de changer considérablement. Et donc, si vous voulez, ça va tout impacter. Évidemment, le pédagogique, les façons d'enseigner, les façons de transmettre. Il va falloir à la fois être capable de concevoir ces machines, de travailler avec elles, mais également de bien comprendre pour chaque métier quelle est la part irréductiblement humaine. Ce pourquoi la machine aujourd'hui, en tout cas, ne peut pas remplacer l'être humain et travailler là-dessus. Il va y avoir évidemment un impact économique puisque c'est notre capacité d'innovation et de transformation de tout ce qu'on aura trouvé en marché, en produits, en services, en biens, qui est en jeu, et politique parce que ça remet en question une partie de l'organisation de la société. Je pense que vous pouvez pas, dans le monde numérique de demain, qui est un monde de la collaboration, en tout cas de la communication, un monde plus horizontal, un monde interconnecté, un monde d'une sorte de démocratie immédiate, la culture du like ou du dislike, voilà. Vous pouvez pas non plus faire de la politique et administrer un pays comme on l'administre encore aujourd'hui, de manière tubulaire, verticale, hiérarchisée, et où finalement la survie de la structure, de manière très idéologique, prime sur les objectifs. Justement, sur votre site EducPro, j'avais lu un article à propos de l'initiative Université Minerva aux États-Unis. Alors pour revenir très rapidement sur le principe, c'est le principe d'un cours principalement d'un enseignement en ligne. Les étudiants restent en campus et tous les quelques mois, ils changent de pays. Donc ça, c'est une initiative parmi d'autres. Mais est-ce que vous pensez que le numérique à terme, est-ce qu'on va vers ça, le numérique comme substitution
à une certaine éducation, vous en parliez juste avant, ou est-ce qu'il va falloir apprendre à s'en faire un adjuvant? Quand on a inventé l'avion, on a arrêté de prendre le paquebot pour traverser l'Atlantique parce qu'on avait besoin d'aller aux États-Unis. Ça n'empêche pas de continuer à prendre des paquebots. Simplement, on les prend pour s'amuser. On les prend parce qu'il y a une belle piscine, qu'il y a, je sais pas quoi, un philosophe qui vont faire des conférences, ou que sais-je. De même, quand on a inventé la marine à vapeur ou d'autres modalités de propulsion, on n'a pas arrêté de faire de la marine à voile. Mais là encore, c'est soit pour le loisir, soit pour le sport. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas que les autres façons d'apprendre que le numérique apporte vont remplacer l'enseignement présentiel. Ça va pas se substituer, enfin en tout cas à mon avis. D'ailleurs, je pense que ce serait absolument catastrophique. En revanche, ça va amener à réinventer l'enseignement présentiel. Ça va amener à redonner de la valeur à la dimension d'expérience, notamment d'expérience étudiante. Qu'est-ce que je fais dans l'établissement? Est-ce qu'il faut pas mieux qu'un professeur, un enseignant-chercheur qu'on paye aujourd'hui pour faire beaucoup de recherches et enseigner 6 heures par semaine, finalement enregistre ses cours qui soient diffusés sous forme de MOOC, qu'on organise la validation avec des systèmes d'évaluation par les pairs ou d'évaluation automatisée, et que ce professeur ait du temps, par exemple, à consacrer aux étudiants de première année. Je pense qu'il y a à peu près aucun étudiant de première année en France qui a la chance de passer, une fois par mois, 1 heure en tête-à-tête avec un professeur d'université. Voilà, donc si vous voulez, et dans ce cadre-là, ce professeur pourra faire dès la première année, alors ce qu'on voit déjà dans les universités anglo-saxonnes, mais ce qu'on voit malheureusement très peu en France, pourra faire ce qu'il fait d'habitude uniquement avec ses thésards, c'est-à-dire un travail individualisé, un travail de tutorat, mais au meilleur sens du terme. C'est pas le tuteur l'étudiant à peine plus avancé qui vous aide à faire vos devoirs. C'est vraiment un savant qui vient partager son expérience, qui vient donner du sens, qui vient inviter à penser autrement, qui vient faire un tas de choses que la machine, pour le coup, aujourd'hui, ne sait pas très bien faire. Voilà. Donc moi, je pense que si on se contentait d'une substitution, c'est-à-dire que si on se contentait de prendre le plus bête des pédagogies actuelles, c'est-à-dire la pédagogie de la répétition, du par cœur, du QCM, pour la dupliquer et l'industrialiser avec des machines et qu'on enlève l'humain, ce serait une catastrophe absolue. Et peut-être que certains auront la tentation de proposer ce type de formation, y compris parce que ça permet de les vendre pas très très cher. Voilà, ça ce serait absolument catastrophique. Moi, c'est évidemment pas ce que je défends du tout, mais ça pourrait être un impact. Mais sinon, non, je pense que l'école de demain, c'est le fameux, c'est pas d'aujourd'hui, le blended learning, c'est-à-dire l'enseignement mixte, c'est de mélanger les techniques, d'utiliser le meilleur du numérique là où il peut soulager l'être humain d'un certain nombre de tâches, et de garder l'être humain pour ce qu'il peut faire. Vous savez, quand vous conduisez votre voiture avec un GPS, parfois il vous dit prends à droite, c'est plus rationnel. Bon, sauf que vous trouvez que la route à gauche elle est drôlement plus jolie. Alors, ça prendra peut-être un quart d'heure de plus, mais on va s'en mettre plein les yeux, on va passer un bon moment. Votre liberté est entière de tourner à gauche et d'aller regarder le paysage. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si vous êtes pressé à ce moment-là, c'est quand même plus intéressant de suivre ce que dit le GPS. Voilà. Je pense que pour les enseignants, c'est exactement la même chose. Bon, alors ça c'est pour la question étudiante, mais quid de la formation des enseignants à ces outils-là? Est-ce qu'on est prêt? On n'est absolument pas prêt, c'est un scandale absolu. Quand vous emmenez votre enfant chez le médecin, quel que soit l'âge de ce médecin, vous faites l'hypothèse qu'il a quand même vaguement ouvert un jour une revue médicale pour se tenir au courant des dernières molécules, des derniers médicaments, des derniers traitements. Vous seriez affolé si vous soignez comme on soignait il y a 20 ans. C'est ce que vous faites avec vos enfants quand vous les emmenez à l'école. C'est-à-dire que rien ne vous garantit que l'enseignant auquel vous confiez votre enfant a fait l'effort de s'auto-former et de se tenir un petit peu à jour d'un certain nombre de connaissances en neurosciences, en sciences cognitives, en sciences de l'éducation, en sociologie de l'éducation, en psychologie de l'éducation. Enfin bref, beaucoup le font, heureusement, mais l'éducation nationale ne leur impose absolument pas. La formation continue est totalement sinistrée. Et je parle de la formation continue à dessein parce que, évidemment, la formation initiale est importante. Mais si vous vous contentez de la formation initiale, vous avez formé 20 à 30 000 personnes par an. Il y en a pour un demi-siècle, si vous voulez. Donc il faut impérativement un plan de formation continue extrêmement dynamique, extrêmement robuste. Et il y a pire que ça. C'est que les enseignants qui se forment par eux-mêmes ou qui font des projets sont ignorés. Vous savez, c'est comme Kodak, l'éducation nationale. Kodak, on dit toujours, en 75, Kodak, ils sont quasi morts. Enfin, ils ont plus que 8 000 salariés, ils en avaient 150 000, ils ont perdu des milliards de dollars. Kodak, qui était une entreprise florissante. Tout le monde dit, Kodak a raté le numérique en 75, ils avaient déposé le brevet, ils sont bêtes, ils l'ont pas développé. Bon. Quand on creuse, ils n'ont pas raté que ça. C'est pas parce que Kodak a fait une erreur une fois. C'est parce que Kodak avait un business model unique, extraordinairement rentable, et qui n'ont pas voulu penser autrement. Ils se sont cassés la figure. L'éducation nationale, c'est pareil. Des inventeurs de Polaroid, de Xerox ou d'appareils numériques existent dans nos écoles, nos collèges, nos lycées, nos universités. Simplement, on ne les valorise pas, on ne les encourage pas. Et le simple fait de les encourager à faire cela, de leur fiche un peu la paix, voire mieux, de les valoriser, je pense que ça pourrait probablement pas se substituer, mais résoudre en partie le problème de formation continue qui est considérable. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Emmanuel David Henkoff, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction à l'étudiant et vous venez de sortir l'opus Le Tsunami numérique chez Stock.